Bien, merci tout d'abord de m'avoir convié à cet exercice à haut risque d'une certaine manière, qui est d'être discutant après ces trois interventions tout à fait remarquables. Exercice qui est d'autant plus à haut risque pour moi d'abord, mais pour vous aussi bien évidemment, qu'au fond, en la matière, je suis quelque peu béotien et comme beaucoup d'entre vous le savent, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question de la didactique professionnelle, je suis plutôt sociologue d'abord, et ensuite, avant tout, soucieux dans ma trajectoire professionnelle de la question de la construction des politiques publiques en matière de formation des adultes. Alors, c'est peut-être à partir de ces préoccupations qui sont les miennes, et qui ne sont pas tout à fait spontanément les vôtres, que je voudrais essayer de m'interroger au fond sur le regain d'intérêt pour la notion d'expérience dont ce colloque témoigne abondamment. Alors, d'abord, un petit rappel ou un constat, tout simplement, c'est que cette notion d'expérience, elle a toujours été extrêmement présente dans le discours de tous ceux qui ont réfléchi par le passé à la question de la formation des adultes. Je pense que dans l'article, par exemple, qu'avaient rédigé Patrick Mayen et Catherine Mailleux dans le premier numéro de la revue Savoir, il rappelait qu'effectivement, cette notion d'expérience était presque omniprésente dans le discours des formateurs. Il n'en demeure pas moins qu'on voit bien, et ce colloque en témoigne une fois de plus, qu'au-delà des interrogations classiques en didactique sur la question de l'activité, aujourd'hui, cette notion d'expérience est tout à coup l'objet d'un regain d'intérêt. Alors, pourquoi ? Bon, vu de ma fenêtre, si j'ose dire, je voudrais évoquer au moins deux raisons. La première, vous vous en doutez, c'est la préoccupation sociale, pour ne pas dire politique, de reconnaissance et de validation de ce qu'apporte précisément l'expérience. Et je renvoie là, bien sûr, à la loi sur la validation des acquis de l'expérience, ainsi qu'aux travaux qui ont été présentés. J'ai compté, je crois, 9 ou 10 contributions dans ce colloque sur la validation des acquis de l'expérience. Mais dès lors qu'on veut reconnaître, valider ce qu'apporte l'expérience, qu'apporte-t-elle réellement et qu'apporte-t-elle précisément et comment la valider? On voit bien qu'il y a là toute une série de questions méthodologiques sur lesquelles le recours à des travaux de recherche est évidemment tout à fait utile. L'autre raison qui amène à ce regain d'intérêt, me semble-t-il, et qu'on ne peut pas négliger, c'est la référence de plus en plus fréquente en formation des adultes et plus généralement pour tous les spécialistes de l'emploi et du travail à la notion de parcours, à la notion de sécurisation des parcours. Et ça, je trouve que c'est intéressant par rapport à la notion même d'expérience, parce qu'au fond, le développement des connaissances, des aptitudes et des compétences, bien sûr, peut être lu comme la résultante des différents moments de ce parcours. D'une certaine manière, j'adopterai par rapport à la notion d'expérience un point de vue un peu différent de celui de Marc Durand, puisque lui, au fond, son interrogation, qui est tout à fait légitime et pertinente, se situe plutôt du côté de la manière dont on peut avoir une activité donnée qui est plus ou moins expérimentée en quelque sorte. Bon. Et d'ailleurs, Janine Rogalski disait, moi je vais peut-être m'intéresser à la question de l'expérience au singulier, on pourrait parler des expériences au pluriel. Le point de vue qui est le mien, justement, est plutôt de dire, au fond, même si quelqu'un, à l'évidence, développe des savoirs, des aptitudes, des compétences, à travers la confrontation à telle ou telle situation, il n'en demeure pas moins que bien souvent ce qu'on appelle l'expérience, c'est quelque chose qui ne résulte pas du simple empilement de ce qui a résulté de la confrontation à une situation, mais j'allais dire quelque chose de plus qu'on a du mal à saisir. Et ça, je trouve que quand on s'interroge sur la notion de parcours, c'est effectivement cette dimension-là de l'expérience qui apparaît comme étant la plus importante. On voit bien d'ailleurs toutes les conséquences que ça a à partir du moment où on réfléchit comme ça, avec cet angle d'attaque qui est celui des parcours et de la sécurisation des parcours, les conséquences que ça a notamment sur la formation. C'est-à-dire qu'on ne s'interroge plus seulement sur ce moment particulier qui est la formation, le stage, comme moment soit d'apprentissage de connaissances nouvelles, soit de retour sur l'activité professionnelle pour essayer de la mettre en mots, de la conceptualiser, mais l'intérêt se porte aussi sur les conditions dans lesquelles on va aller chercher cette ressource particulière lors d'un stage de formation, ce qu'il y a en amont, sur ce qu'on appelle couramment, même si c'est un mot un peu valise, les motivations qui conduisent à la formation, mais aussi sur tout le travail de guidance, disent nos amis québécois, qui font que petit à petit, une personne est amenée à développer son expérience, c'est-à-dire à essayer de rentrer dans ce processus cumulatif qui fait que d'une activité à une autre, quelque chose va se construire qui ne résulte pas d'un simple empilement.
Je note d'ailleurs, au fond, le trouble avec lequel Janine Rogalski a parlé tout à l'heure de sédimentation. Vous dites vous-même, on n'a pas trouvé mieux. Parce que quelque part, il y a un sentiment que si on se contente d'additionner, si on se contente d'empiler, il y a quelque chose qui manque, ou il y a quelque chose de plus qu'on n'arrive pas à saisir à partir d'un simple empilement. Alors au fond, c'est un petit peu ce regard-là sur l'expérience que je trouve, une fois de plus, vu de ma fenêtre, particulièrement intéressant. Pensons par exemple à ce qui se passe dans un jury de validation des acquis de l'expérience. Tous ceux qui l'ont vécu le savent bien, et je trouve que c'est quelque chose qui est d'une certaine manière tout à fait passionnant parce qu'il y a toujours dans l'appréciation, le jugement porté par un membre de jury sur les acquis de la personne, une sorte de double lecture. Bien sûr, la première lecture, je dirais presque que c'est la plus simple, celle qui va de soi, c'est celle qui consiste à regarder les activités qui ont été conduites par le candidat à la VAE, qu'est-ce qu'il a été capable de faire et donc d'essayer d'en déduire ce qu'il a acquis comme connaissance. Et là, au fond, ça renvoie tout à fait à ce que Janine Rogalski disait à propos des expériences épisodiques ou des situations paradigmatiques. Quelles sont ces situations paradigmatiques que moi, candidat, je peux repérer dans ma propre histoire personnelle et qui sont significatives au regard du référentiel du diplôme qui, lui, est le plus souvent exprimé en termes de connaissances, de notions à maîtriser, etc. Qu'est-ce que je peux mettre en regard de ces connaissances et de ces notions en tant qu'activité qui soit suffisamment significative. Et là, effectivement, des notions comme celles que vous avez utilisées de situation paradigmatique paraissent tout à fait intéressantes et pertinentes. Mais l'autre regard que porte instinctivement le jury, et qui est celui-là d'ailleurs probablement plus compliqué, c'est au fond un regard sur le parcours lui-même et sur ce qu'il suppose dans bien des cas de réinvestissement dans une situation professionnelle donnée de choses qui ont été acquises dans une situation professionnelle antérieure. Au fond, pour le dire de manière assez simple, de temps en temps, un membre de jury est amené à dire « oui, ce parcours-là, il a une cohérence très forte et à travers ces situations professionnelles successives qui ont été vécues, on a le sentiment qu'il y a une forme de maîtrise, pour prendre un mot qui est aussi assez galvaudé, une forme de professionnalisme qui apparaît comme à l'évidence et qui ne se réduit pas, une fois de plus, à l'addition de la maîtrise d'un certain nombre de situations, d'activités bien délimitées en elles-mêmes. Ce qui renvoie, et là évidemment ça trouve des échos dans les trois interventions qui viennent d'être faites, à une dimension qui est indéniablement une dimension identitaire. D'ailleurs, au fond, on a le même type d'interrogation quand on s'interroge sur un métier, sur une profession. On voit bien que si on se contente de dire dans telle ou telle profession, eh bien, il y a tel ou tel type d'activité, qu'on additionne les activités, on ne décrit pas tout à fait la profession et le professionnalisme. Et le professionnalisme n'est pas quelque chose qui se situe comme à côté ou entre ces activités, mais quelque chose qui les englobe et qui leur donne sens à travers un processus qui est bien un processus de nature identitaire. Alors à partir de là, simplement deux ou trois questions ou pistes de réflexion qui me paraît utile de soulever. D'abord, dans l'exact fil directeur ou dans l'exacte foulée de ce que je viens de dire, il y a indéniablement, à partir de cette notion d'expérience, en tout cas telle que je viens de l'aborder là, une dimension qui est une dimension sociale. Alors, entendons-nous bien, quand je dis dimension sociale, ça n'est pas comme ça, quelque part, une sorte de part du social qui viendrait en plus des choses sérieuses, c'est-à-dire de ce qu'appréhende la didactique professionnelle, ou ça n'est pas non plus cette dimension nécessairement collective que comporte tout processus d'apprentissage. C'est pas ça dont je veux parler. Quand je dis il y a une dimension sociale, indéniablement, quand on veut réfléchir sur ces rapports entre activité et expérience, ce que je veux dire par là, c'est en particulier qu'on ne peut saisir ces choses-là que si on y introduit cette dimension proprement identitaire et si on y introduit cette question qui est aussi celle du sens donné à ce qu'on fait. Par exemple, dans la présentation que faisait Marie-Laure Schex tout à l'heure, je trouvais tout à fait intéressant ce qu'elle disait sur la façon dont l'apprenant doit construire sa propre place, la façon dont on l'aide à construire cette place et la façon dont il va occuper cette place d'autant plus efficacement que quelque part, il a un projet en tête, il a une intention en tête, et c'est bien parce qu'il y a ce projet, cette intention qui donne sens à ce qu'il fait que le processus d'apprentissage ou que l'exploitation, cet espace de transition qu'elle évoquait, va s'avérer efficace. Donc je crois que, bien sûr, on peut dire, quand on passe de la notion d'activité à celle d'expérience, on voit bien qu'à travers la notion d'expérience, il y a quelque chose qui peut-être ressort plus de celle du développement de la personne
et pas simplement d'une aptitude à gérer une situation dans un contexte donné, mais au-delà de ça, parler de développement de la personne, c'est aussi parler de processus d'identification et de ce qui donne sens à l'activité. Ce qui d'ailleurs a amené tout à l'heure Janine Rogalski à faire un clin d'œil en quelque sorte à la notion d'habitus, qui n'est au fond, Gérard Vergniaud et moi on a longuement discuté de cette question à plusieurs reprises, que la manière que le sociologue a de regarder exactement ce que ceux qui sont des spécialistes de la didactique professionnelle regardent avec leurs propres outils d'analyse. Mais ça montre bien que dès lors qu'on jongle avec ces deux notions qui sont celles d'expérience et celle d'activité, quelque part, on est toujours entre des démarches d'ordre cognitif et personnel et en même temps une dimension qui est une dimension sociale, plus aisée à appréhender peut-être parfois à travers des outils sociologiques. Deuxième type d'interrogation que je voudrais soulever, on voit bien à travers les trois contributions qui viennent d'être apportées, mais aussi à travers d'autres débats tout au long de ce colloque, qu'il y a une interrogation fondamentale sur les conditions dans lesquelles le déroulement d'une activité, la confrontation à une activité peut être porteuse justement d'expérience. Alors, des tas de choses ont été dites sur les expériences qui peuvent être destructrices, paralysantes, etc., etc. Je n'y reviens pas. Au fond, moi, ce qui m'intéresserait là-dedans, plutôt, c'est de dire nous avons l'habitude de penser ce problème, cette question de la confrontation à l'activité comme porteuse de connaissances et peut-être porteuse d'expérience comme essentiellement une chose qui s'opère en formation. J'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être aussi déplacer la question, quelles sont les situations de travail, les formes d'organisation du travail qui pourraient permettre de construire ces espaces transitionnels qu'évoquait Marie-Laure Schex tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas que dans les situations de formation, des situations d'alternance qu'on peut construire ces situations transitionnelles, mais à mon avis, une forme d'organisation du travail bien pensée dans des organisations modernes où on appelle sans cesse les individus à la réactivité et à l'innovation, ce sont précisément des organisations du travail qui devraient inclure cette dimension d'espace transitionnel dans les relations entre collègues de travail, dans les relations entre un supérieur hiérarchique et quelqu'un qui bosse dans une équipe. Il y a 1000 manières sans doute de rendre le travail plus apprenant, comme on dit, à partir d'une réflexion sur la construction de ces espaces transitionnels. Voilà, et puis dernier point, peut-être, quelles conséquences de tout ça sur les activités de formation elles-mêmes, les activités pédagogiques ou les activités qui vont avec, c'est-à-dire les activités d'ingénierie de formation. Bon, il me semble que effectivement, on aurait tout intérêt à essayer de repenser les processus de formation et l'ingénierie de formation en introduisant, en ayant en tête cette notion d'expérience comme résultant d'une série de confrontations à des activités de travail et à travers cette dimension identitaire et de sens, et en particulier pour considérer que, au fond, un des objets de la formation, c'est peut-être d'éviter que ce que l'on construit à travers la confrontation et l'activité, d'éviter que ça ne tourne sur soi-même, en quelque sorte. S'il n'y a pas déstabilisation, s'il n'y a pas prise de risque permettant de faire de la confrontation et de l'activité une dimension constitutive de l'expérience, alors il n'y a pas véritablement processus d'apprentissage et de développement de la personne. Donc l'objet de la formation est-il seulement, je pense que votre réponse sera comme moi évidemment non, l'objet de la formation est-il seulement la maîtrise d'une activité donnée dans des circonstances données, avec des paramètres bien définis au préalable, ou est-ce qu'elle n'est pas, l'objet de la formation, est-ce qu'il n'est pas plutôt, à partir de la maîtrise d'une situation, d'apprendre à transférer, déplacer ce qui a été acquis dans une situation vers une autre. Bon, voilà quelques interrogations, sans doute naïves, mais qui sont, comme je le disais dès le départ, un peu à la charnière entre mes préoccupations à moi, qui sont plutôt des préoccupations de politique publique, de politique en matière de travail et de formation, et tout l'apport des disciplines regroupées aujourd'hui sous cette bannière de la didactique professionnelle. Je vous remercie.